Je vais donner la parole à notre expert de la loi, Éric Blondet. Merci Jérôme, bonjour à tous, bienvenue. Donc effectivement c'est un moment important parce que comme vous pouvez le voir, on arrive à réunir un certain nombre de syndicats dans une opposition qui est claire, ferme, qui a toujours été affichée contre cette loi de santé. Alors cette loi de santé, elle fait couler beaucoup d'encre. Malheureusement, en tout cas c'est un peu l'impression que j'en ai, elle fait couler de l'encre uniquement sur certains points de braquage, de blocage, le tiers payant généralisé. Et je suis un peu déçu quand je vois certains argumentaires qui se veulent très techniques, mais derrière, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et bien réfléchir à ce qui se passe dans la tête du législateur qui nous écrit ce type de loi. Alors il est vrai qu'avec Dominique Thierbautran ici présente et puis Thierry Asquier notamment, on s'est pas mal penché sur l'ensemble des versions qui ont été faites de cette loi de santé depuis celle qui a été parue, qui avait été publiée fin juillet. Il y a eu une autre mouture au moment du conseil qui a été validé au Conseil des ministres au mois d'octobre. Il y a eu tout un jeu d'amendements, de discussions, ça vous l'avez vu. Et puis là, je vais vous parler un petit peu du texte de loi tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale le 14 avril dernier. Alors c'est important, il faut savoir que ce projet de loi a été présenté en procédure accélérée, ce qui signifie en pratique qu'il a été voté à l'Assemblée nationale. Il part au Sénat où il doit passer en commission des affaires sociales du Sénat, où là il risque fortement d'être soit très profondément amendé, soit carrément refusé d'être discuté. À partir de là, il va y avoir, s'il y a amendement, de grosses disparités entre le texte sorti de l'Assemblée et le texte sortant du Sénat, ce qui provoque une commission paritaire qui est chargé de rédiger un texte consensuel entre les deux assemblées, ce qui risque d'être un petit peu difficile. Et en l'absence d'accord, c'est le texte tel que voté à l'Assemblée qui retourne à l'Assemblée nationale pour un vote solennel. Donc voilà un petit peu actuellement l'enjeu et en tout cas le déroulé législatif dans lequel on se situe. Rien n'est joué, mais tout avance. À partir de ce texte-là, je ne m'étendrai pas sur les raisons ou les questions qu'on peut se poser par rapport à une certaine précipitation à faire passer un texte qui est de l'aveu même de Marisol Touraine, un texte majeur de réforme en profondeur de l'ensemble de notre système de santé. Alors pourquoi aller dans une telle précipitation si les enjeux sont aussi importants ? Par contre, j'ai essayé de faire une lecture un peu systématique et au-delà de l'aspect purement technique de ce projet de loi, parce que je ne sais pas si certains l'ont essayé de le lire, c'est quand même très très particulier comme littérature. J'ai essayé d'en tirer un petit peu, de voir, ok, on va changer le système de soins, on va changer le système de santé, alors quel est le modèle qu'on nous propose ? Et donc, ce que je vais vous proposer là, c'est une espèce de relecture en remettant en cohérence l'ensemble des articles de cette loi qui sont en plus morcelés parce que vous savez qu'un projet de loi contient des articles qui eux-mêmes modifient des articles déjà indexés et qu'ensuite, une fois votés, avec les décrets d'application publiés, la réindexation se fera dans nos codes habituels de santé publique, d'assurance maladie, etc. Donc à partir de là, j'ai dégagé un petit peu 3 points. Alors on va commencer effectivement par celui qui est peut-être et probablement le plus médiatique, qui va être la généralisation du tiers payant, le dossier médical partagé. Parce que je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Il est extrêmement important de le percevoir. Ces deux mesures que sont la généralisation du tiers payant intégral, on y reviendra, c'est un terme important mais qu'on ne voit pas souvent ressortir, et le dossier médical partagé vont permettre une certaine mise sous contrainte des praticiens et une mise sous contrôle des patients. Alors on va s'expliquer un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est sûr que le tiers payant, c'est une mesure qui est probablement la plus emblématique, la plus médiatique, et en tout cas dans le discours officiel. Il est présenté comme une généralisation d'une dispense d'avance des frais, et comme le dit Marisol Touraine, il s'agit pour les Français de ne plus avoir avancé d'argent chez leurs professionnels de santé. Et donc, cette mesure devrait vraiment être précisée comme une généralisation du tiers payant intégral. Généralisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mesures de dispense d'avance des frais doivent être appliquées, c'est une facilité de trésorerie, à l'ensemble des assurés sociaux qui consulteront n'importe quel professionnel de santé. Voilà ce qu'est la généralisation. On pourra préciser qu'il est quand même mis en œuvre de façon réglementaire pour l'ensemble de la population la plus démunie. Il est vrai qu'il y a une tranche de la population qui se retrouve par un effet seuil administratif parfois dans les difficultés financières lorsqu'ils se situent en situation de problèmes médicaux.
J'ai l'habitude de citer l'exemple d'un de mes patients qui est un jeune maçon de 35 ans. Il a monté sa boîte, il a 2 apprentis, un salarié. Il a une hernie discale, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? 90 jours de carence, il n'a pas une trésorerie suffisante pour avoir une prévoyance. Et s'il arrête de travailler le temps de faire le traitement médical, la chirurgie, la récupération post-chirurgicale, il plante son entreprise. Ça fait lui, son employé et 2 apprentis à la rue, en tout cas au chômage. Donc là, effectivement, on a l'habitude, et nous, médecins, je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire que notre intelligence relationnelle au cours du colloque singulier fait que l'on apprécie ces situations-là et que de facto on mettait en œuvre des dispositifs de tiers payant ou de facilité de trésorerie, on l'appellera absolument comme on veut. Donc cette généralisation, déjà on peut se poser la question sur véritablement l'intérêt d'une mesure qualifiée par la Marisol Touraine de mesure de justice sociale, très bien, sauf que justice sociale envers qui, puisque les plus démunis en bénéficient déjà réglementairement. Ensuite, c'est un tiers payant qui se voudra être intégral. Et c'est là que les choses sont importantes, parce qu'intégral, ça veut dire qu'il va concerner non seulement la part obligatoire, mais la part complémentaire. Quand on nous dit que la généralisation du tiers payant fonctionne très très bien dans tous les autres pays, regardons bien ce que disait le rapport IGAS, on s'aperçoit que dans tous les pays d'Europe, il n'y a pas de tiers payant général et intégral, c'est-à-dire comportant à la fois part obligatoire et part complémentaire, sauf 3 pays qui étaient de mémoire, la Hollande, l'Allemagne et l'Autriche. Alors on peut ensuite discuter de l'application de ce genre de mesures en fonction du modèle de santé qui est appliqué dans ces pays. Et quand on nous cite la Suède, très bien, c'est un système complètement étatisé qui est d'ailleurs en grande difficulté à l'heure actuelle avec des mesures de retour en arrière par rapport à des franchises, par rapport à des choses comme ça qui sont en cours. Et où on sait, quand on regarde certains rapports, notamment de l'Institut Molinari, qui est un institut de veille économique, que visiblement c'est un modèle d'étatisation qui actuellement est en échec. Donc il va falloir un petit peu travailler un peu plus ces argumentaires, notamment ceux que nous propose Marisol Touraine. Alors au-delà des arguties techniques, alors tout le monde certains ont défendu pourquoi pas le tiers payant général et intégral si on a un guichet unique. Certains ont même eu une lueur d'espoir en voyant apparaître le texte à la sortie de l'Assemblée nationale, faisant état d'un guichet unique. Lisez bien l'article. Ce guichet unique est en fait un flux unique de paiement aux professionnels. Mais le problème de la facturation de l'acte entre la part obligatoire et la part complémentaire n'est absolument pas abordé dans le projet de loi tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de guichet unique, ce sera à vous, praticiens, pour chaque patient et pour chaque acte, de faire la juste attribution du montant entre la part complémentaire et la part obligatoire, à condition bien sûr d'avoir toutes les infos nécessaires pour faire une telle facturation. Donc le problème n'est absolument pas réglé. Ensuite, il y a un autre problème bien plus prégnant qui était les franchises. Alors, ce gouvernement, dont bon nombre de tenants et d'électeurs ont en leur temps défendu la suppression des franchises, estimé que c'était un scandale, avait quand même pour les plus convaincus proposé un projet de loi au Sénat au mois de janvier pour supprimer les franchises, ce qui représente quand même une certaine somme d'argent, je crois que c'est 1,8 milliard d'euros il me semble, ou 3 milliards. 1,8 milliard, oui, c'est ça. Projet de loi qui a donc été présenté au Sénat en commission des affaires sociales et qui a été rejeté au mois de mars. Et donc la solution qui a été retenue était un prélèvement automatique des franchises dues sur le compte courant des patients et des assurés. Alors là, ça ouvre beaucoup de questions quand même. Parce que ça veut dire que pour bénéficier d'un tiers payant général et intégral, chaque assuré social devra donner l'autorisation de prélèvement des franchises sur son compte bancaire. Voilà, ça je laisse apprécier quand on sait qu'en plus, entre-temps, on vient d'apprendre que l'assurance maladie voulait généraliser le principe du contrôle des bénéficiaires des CMU et ACS directement sur leur compte bancaire. Voilà, chacun appréciera un petit peu l'évolution. Mais bien au-delà, il y a un problème, là cette fois, on va rentrer un peu technique, c'est que je vous rappelle quand même que la plupart des banques en France sont des organismes privés. Donc ouvrir une autorisation de prélèvement, ça a un coût. Et ensuite, chaque prélèvement va avoir aussi un coût d'opération bancaire. Qui va le payer ? Quelqu'un a-t-il vu un élément de réponse dans l'ensemble des discours savamment entretenus par le gouvernement actuel, Marisol Touraine ou les promoteurs de cette loi ? Personne. Alors on a eu des informations qui ne sont absolument pas officielles, qui sont des discussions qu'on a pu avoir chacun avec nos banquiers pour voir un petit peu comment ça se passait. Au jour d'aujourd'hui, sans parler de volume d'échelle, etc., il semblerait quand même que l'ouverture simplement du droit de prélèvement se chiffre à, on va dire, 2-3 euros, multiplié par le nombre d'assurés sociaux. Plus chaque prélèvement, on va compter à peu près 30 centimes d'euros. Alors il est fort à parier que
pour limiter ces coûts, puisque c'est par acte, il va y avoir un coût bancaire par acte de prélèvement, on va regrouper les actes de prélèvement des franchises pour un même patient. À partir de quand est-ce que ce sera rentable ou on aura suffisamment atténué le coût du prélèvement sur le compte courant? À partir de 500 €? Il me semblait que c'était une mesure de justice sociale pour l'accès aux soins par rapport aux patients les plus démunis. Comment vont-ils faire pour assumer le prélèvement de 200, 300 € d'un coup sur leur compte courant par l'assurance maladie? Y aura-t-il un préavis avant? Et de combien de temps sera ce préavis? Et dans quelle situation vont-ils se retrouver au niveau pécuniaire lorsque ces prélèvements auront fait? Voilà un certain nombre de questions techniques auxquelles on aimerait bien avoir des réponses. Et en tout cas, cette ingérence directe sur le compte courant des patients est loin d'être anodin. Parmi les autres conditions pour bénéficier du tiers payant pour un patient, il y a aussi le fait d'accepter systématiquement la substitution par les médicaments génériques. C'est une obligation pour pouvoir bénéficier du tiers payant. Le corollaire de ce prélèvement sur le compte courant pour les patients, c'est que toute somme jugée indue par l'assurance maladie et qui aurait été versée à un praticien va être directement prélevée sur les prestations à lui verser ultérieures. Donc pareil, l'assurance maladie estime vous avoir versé trop de ROSP, par exemple, etc. Il prélèvera sur les prestations à venir. Dans quelle mesure, avec quelle autorisation vis-à-vis de vous, etc. Donc elle prend la mainmise complète sur votre rémunération, puisqu'on rentre dans un système d'un assujettissement complet des prescripteurs ou financeurs. Au-delà donc le pendant de cette mesure de tiers payant généralisé, il y avait le dossier médical partagé. Alors il est partagé avec qui? Eh bien, quand on lit bien la loi santé, il est bien précisé qu'il est partagé avec l'ensemble des acteurs professionnels de santé et non professionnels de santé du domaine social et médico-social intervenant directement dans la prise en charge du patient. Ben, il me semble qu'une assurance complémentaire répond à cette définition. Je ne vois donc aucune garantie de respect du secret médical envers les assureurs complémentaires. Alors oui, il y a un respect du secret médical par rapport à la base de données, mais ce secret médical, le cercle des initiés au secret médical est élargi à l'ensemble des complémentaires, quel que soit leur statut, par ce biais-là, à mon sens. Et on voit bien à l'heure actuelle les grands enjeux du congrès de la mutualité. Regardez bien ce qui a été dit, ce qui a été demandé par la mutualité, que ce soit par la mutualité française ou que ce soit par Malakoff-Médéric, par la voix de son président Guillaume Sarkozy. Ils veulent l'accès aux données de santé nominatives. Or, à l'heure actuelle, dans la loi de santé, il n'y a aucun frein, il n'y a aucun obstacle à ce genre de choses-là. Donc, je peux intervenir là-dessus. Donc, là-dedans, il y a bien sûr l'influence de ce fameux décret européen Solvabilité 2, qui impose à tout assureur non seulement d'avoir des fonds propres à hauteur du risque qu'il assure, mais en plus de connaître le risque qu'il assure. Ça ne pose pas de problème pour la majorité des assureurs qui, bien sûr, ont à côté d'une assurance santé, par exemple la voiture, la maison, scolaire, famille, etc., qui sont rentables et qui peuvent couvrir un peu le risque de santé. Mais pour les mutuelles en France qui n'avaient pas le droit d'avoir des fonds propres et qui font que la santé comme assurance, ça pose un problème sérieux. Et donc la loi de santé, elle est en fait en partie faite pour venir à l'aide des mutuelles en France pour pouvoir remplir cette exigence européenne qui est Solvabilité 2. Et pour connaître le risque qu'ils assurent, ils doivent avoir accès au dossier médical. Et donc le but, c'est qu'à terme, il n'y aura plus une assurance maladie complémentaire généralisée, mais personnalisée en fonction des facteurs de risque de chaque patient. Bon, je te remercie, Peter. Alors, effectivement, c'est un angle assez important, mais on va rester un peu concentré sur la loi de santé là, mais effectivement, il y a des tas de... Alors, sur le projet de loi initial, il était dit que le dossier médical partagé était d'abord demandé par le patient. Est-ce que c'est encore le cas? J'y viens. Effectivement. Alors, ce dossier médical partagé, il n'est pas demandé par le patient. C'est un outil qui est conçu, géré, mis en œuvre par l'assurance maladie qui va attribuer à chaque assuré social un numéro d'identifiant de DMP systématiquement, de façon officiellement à séparer les données de santé du numéro INSEE qui est l'identifiant national administratif de chacun d'entre nous.
Donc il y aura ce numéro. Par contre, l'ouverture du DMP se fait avec l'autorisation du patient. C'est d'ailleurs le seul moment où on va lui demander. Alors on nous a dit ensuite, certains se sont lancés dans les arguties, je parle au niveau gouvernemental, pour nous dire, mais attendez, non, si le patient ne veut pas qu'on remplisse son DMP, on ne le remplira pas. La loi est très claire, elle est sous l'angle affirmatif. Le professionnel de santé remplit le dossier médical partagé du patient, sauf si ce dernier exprime une opposition sur motif légitime. Le motif légitime n'étant pas défini. Donc vous n'êtes pas tenu de demander l'autorisation du patient, d'après la loi. Et deux, le patient n'est pas en mesure de s'y opposer, sauf pour un motif légitime, la légitimité d'un motif de refus n'étant pas définie. Donc là, on se heurte encore à un certain nombre de soucis. L'autre aspect, et c'est l'exemple que cite souvent un ami, à savoir le docteur Didier Leger de l'UCDF, il est urologue, il est amené à prendre des patients cancéreux. Vous avez un patient de 45 ans qui vient avec un syndrome prostatique, les PSA sont élevés, l'échographie confirme avec le toucher rectal qu'il s'agit bien d'un cancer. Il n'a pas envie que ce soit mis tout de suite sur son DMP parce qu'il a l'emprunt de la maison, puis il y a les études des enfants à payer, etc. Très bien, on ne le met pas dans le DMP. Sauf que comment passer le dossier de ce patient en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, et comment valoriser cette RCP si le dossier du patient n'existe pas pour cette maladie-là. Donc on va avoir un impact direct en cas de refus du patient sur sa propre prise en charge médicale. Donc c'est là qu'on voit l'emprise administrative complète proposée par cette loi sur le soin, sur la relation aux soins et sur l'accès aux soins, mais non pas pour le favoriser, bien plus pour le freiner, ou à défaut d'accepter des entorses déontologiques qui me paraissent relativement importantes. Dans la perspective de cette généralisation, il paraît donc que ce DMP soit l'outil de facturation dédié et indissociable. C'est-à-dire que l'assurance maladie va elle-même, de sa propre initiative, alimenter le DMP de l'ensemble des prises en charge qu'elle va assurer. Ça veut dire qu'à travers le DMP, vous allez avoir un suivi vertical de l'ensemble du parcours de soins d'un patient donné, des prescriptions reçues et des constats faits par les médecins. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous mettez côte à côte plusieurs DMP, vous avez une lecture horizontale qui vous autorisera parfaitement à suivre les prescriptions de tel ou tel d'entre nous. L'outil le permet. Donc là, on a un vrai problème déontologique qui se pose. Enfin, il faut savoir que derrière l'esprit même de l'ensemble des lois et des projets de loi qui ont été en amont de la loi de santé, il y avait quand même quelque chose d'important qui s'appelait le rapport Cordier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Marisol Touraine avait annoncé une grande restructuration du projet de santé basée sur une stratégie nationale de santé, avait nommé un comité des sages sous la présidence de Cordier, qui a remis un rapport au mois de septembre 2013. Et lorsque vous le lisez, le grand dogme, c'est l'efficience. Alors l'efficience, pour remettre un peu les pendules à l'heure, est définie par le fait que le parcours de soins doit être coordonné par le médecin traitant qui choisira les correspondants à qui il adresse un patient, notamment au vu de ses pratiques tarifaires. Et donc si on prend, je prêche encore pour ma paroisse, mais le parcours de la hernie discale lombaire, il reçoit le patient, J1, diagnostic, mise en route du traitement médical, combien ça va coûter d'indemnité journalière, combien ça coûte de prescription, le traitement ne fonctionne pas, on fait les 3 à 6 semaines de traitement médical, ça suffit toujours pas, il va faire le scanner, il va voir le neurochir, consulte, acte de radio, de nouveau arrêt de travail, indication opératoire, il est revu en consultation par le neurochir, ne serait-ce que parce que c'est une obligation d'information, etc. Il est opéré, de nouvelles indemnités journalières avec rééducation. Et à la fin, retour au travail, normalement. Donc, entre le premier jour et le retour au travail, on va calculer combien vous avez engagé de dépenses de santé pour ce patient-là. Et ce parcours, ce coût de parcours va être comparé à des statistiques nationales dont l'assurance maladie a le secret. Soit vous êtes au-dessus, c'est pas bien, soit vous êtes en dessous, c'est bien, vous êtes efficient. Et il est même proposé que cette efficience soit ensuite l'objet d'une rémunération sur objectif de santé publique. Voilà ce que proposait le rapport Cordier. Cette notion d'efficience du système de santé fait partie de la grande nouveauté du texte de loi qui est sorti après amendement de l'Assemblée nationale. On l'a à peu près partout.
Donc voilà un petit peu pour la mise sous contrainte à la fois des patients et des praticiens. Le deuxième axe, c'est que c'est un système qui est centralisé. Alors ça, on en a longtemps parlé. Je pense que vous êtes tous au fait que l'ARS devient un peu le pilote régional d'une politique de santé décidée au national et faisant l'objet d'une contractualisation entre l'État et l'assurance maladie. Et ensuite, l'ARS met en place un schéma régional de santé en entente avec les représentants de l'assurance maladie, mais aussi des complémentaires, des associations de patients et des représentants de professionnels, qui sont rarement majoritaires dans ce genre de commission, pour mettre en place les zones dans lesquelles il va y avoir une offre de soins jugée excédentaire et une offre de soins jugée en pénurie. Et à partir de là, elle va proposer des contrats territoriaux de santé qui sera proposé à chaque professionnel de santé, à chaque maison de santé, à chaque centre de santé, de façon à optimiser les implantations et donc les installations. Il y avait une notion à un moment qui était apparue sur la version tout à fait initiale d'engagement individualisé, notamment quant à l'amélioration des pratiques, qui n'est plus explicite dans le texte actuel. Par contre, on a toujours le fameux article qui définit, et on reste dans cette logique d'efficience, que la Haute Autorité de Santé est mandatée pour établir la liste des médicaments à utiliser préférentiellement et établir la liste des pratiques jugées les plus efficientes. Voilà. Donc là, il est dit, si vous voulez pratiquer la médecine en France, il faudra obéir à la lettre à la Haute Autorité de Santé et l'ARS y veillera. La formation initiale, et ça c'est dès l'article 1 qui définit ce droit à la santé et qui donne un peu le ton de l'ensemble de cette loi, prévoit également que la formation doit être en adéquation avec les fonctions futures occupées par le professionnel de santé, notamment le médecin. Cette formation initiale qui est attribuée au CHU, le CHU devient un peu le bras armé de l'ARS et va venir contrôler l'ensemble des CHG, mais aussi des groupements hospitaliers de territoire auxquels peuvent éventuellement participer les établissements privés. Et c'est eux qui vont venir assurer la formation initiale, seront la caution de validation des formations médicales continues et qui seront également en charge de la régulation de la démographie médicale. C'est inscrit dans le projet de loi. Ces agences régionales de santé s'appuient donc sur ces contrats territoriaux pour également optimiser la permanence de soins dont elles se voient attribuer l'ensemble de la responsabilité et doivent se doter d'outils nécessaires à la régulation des installations par notamment un conventionnement conditionnel, c'est-à-dire qu'on peut vous refuser l'accès à la convention quand vous vous installez dans une zone réputée à l'offre de santé suffisante, voire excessive. Donc là, il y a une vraie coercition sur l'installation. Enfin, il y a une claire promotion de l'exercice regroupé au sein de communautés professionnelles de territoire, d'équipes de soins de premier recours, de maisons, de centres de santé, qui atteint son paroxysme parce qu'il est clairement défini, et ça aussi c'est une nouveauté du projet de loi, enfin de la loi sortie de l'Assemblée nationale, qu'à défaut de telles organisations ou de telles initiatives des professionnels, l'ARS peut leur imposer. À bon entendeur. Et tout ça, ce sera au regard d'objectifs opérationnels définis par le projet régional de santé, toujours en entente avec les différents intervenants, et notamment la caisse d'assurance maladie et les complémentaires. Donc là, c'est au mieux une restriction, au pire une fin de liberté d'installation. S'agissant des établissements publics de santé, des praticiens qui exercent, ils sont appelés à se regrouper au sein de groupements hospitaliers de territoire qui eux-mêmes sont abonnés à un CHU et ils doivent faire valider un projet médical commun par l'ARS et le CHU. Voilà. Il va y avoir effectivement dans ce groupement hospitalier de territoire des transferts de compétences, des transferts d'autorisation d'implantation de matériel médical lourd, etc. Et là, on voit très rapidement s'effriter encore un peu plus l'influence ou en tout cas l'expertise de nos commissions médicales d'établissement. Les établissements privés de santé peuvent, quant à eux, sous contractualisation, notamment au regard de tout ou partie des pratiques tarifaires des praticiens qui y exercent. Et dans ce cas de contractualisation, ils pourront devenir partenaires de ces groupements hospitaliers de territoire en étant tenus, par contre, quelle que soit leur contractualisation ou non-contractualisation, d'adresser tous les ans leur compte d'exploitation à l'ARS. Et dans le cas échéant, sur demande de l'ARS, les comptes d'exploitation du groupe auquel appartient l'établissement de santé privé. Et là est défini un nouveau délit qui est le délit de bénéfice jugé déraisonnable et qui pourra ouvrir droit à un retour de subventions qu'aurait pu toucher l'établissement de santé privé dans le cadre de ses missions anciennement de santé publique, mais par exemple de PDSES ou de choses comme ça, simplement pour une notion de compensation jugée excessive au regard d'un bénéfice dit déraisonnable.
raisonnable. Tout ça entre guillemets, bien évidemment. Et alors ça, c'est à mettre en perspective pour nos établissements privés d'une campagne tarifaire 2015 qui se solde par des tarifs en baisse de 2,5%, de la notion de dégressivité tarifaire au volume, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait X appendicectomie, la X plus une appendicectomie se voit dégréver de tant de pourcents, par exemple 30%, etc. Donc on voit bien où on va et on encadre ensuite tout ça dans un Ondam en baisse constante et on voit bien où va la médecine libérale avec une telle politique. Enfin, cette centralisation concerne également les patients, puisqu'il est prévu de mettre en place un service d'information au public en matière de santé, notamment des recommandations, alors non seulement de prévention, mais quelles seraient les bonnes questions à poser à votre chirurgien, votre anesthésiste, votre médecin traitant dans tel et tel cas. Et ce système d'information, naturellement, pour être parfaitement transparent, sera mis en œuvre par l'assurance maladie, qu'on ne leur donne pas non plus l'idée de poser la bonne question pertinente sur le traitement ou le choix de traitement. Le troisième axe de cette loi, après la centralisation et puis cette espèce de mise sous contrôle, c'est une ingérence administrative qui dépasse l'ensemble du cadre du seul soin, mais il y a aussi une ingérence directement dans les instants, j'allais dire, les plus intimes et les plus ultimes. Alors je vais vous citer un certain nombre d'exemples, on pourra en discuter plus tard. Vous noterez quand même que dans cette loi, que pour tout problème concernant la santé sexuelle des mineurs de plus de 15 ans, le mineur peut faire valoir son droit au secret médical absolu envers ses parents. Donc il n'y a plus d'autorité parentale chez un mineur de plus de 15 ans pour les problèmes sexuels. Alors on peut en discuter, on peut être pour, on peut être contre, l'un n'empêche pas l'autre. Moi ce que je perçois en tant que père de famille d'adolescents, c'est surtout que si dans une cellule familiale il survient ce type de problème-là, il y a peut-être une crise sous-jacente de la famille, de la relation entre parents-enfants, il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, et que la loi met ça directement de côté, c'est plus le problème. C'est plus le problème. Et on va passer à côté de cellules familiales en souffrance, d'adolescents en souffrance, en manque de repères, et de choses comme ça. Et je pense que là, il y a une ingérence qui est peut-être malheureuse, et c'est peut-être pas le rôle de la loi de rentrer dans cette affaire-là. La deuxième chose, c'est le don d'organes. Alors moi, je ne parle plus de don d'organes, je parle de préemption d'organes à partir du moment où on ne sollicite plus le consentement du patient ou de son entourage. Il faut simplement que le patient ait exprimé clairement son refus par un registre dématérialisé. Donc il faut avoir à 80 ans l'accès à Internet au fin fond de la Creuse. Voilà. Donc ça doit être une mesure de simplification, je pense aussi. En tout cas, il est clair que l'on passe de la notion de don, d'une volonté de vouloir informer les patients et l'ensemble de la population sur les enjeux du don d'organes. D'avoir 80 ans et d'être au fin fond de la Creuse. La plupart des gens que je vois ne parlent pas de la mort. Tout simplement. Ne parlent pas de la mort et ne veulent pas en parler. Donc pour eux, l'idée d'exprimer un refus, il faut d'abord déjà qu'ils en parlent entre eux. Ce qui n'est pas le cas. Non mais c'est bon. Le micro. J'ai terminé. Je vais reprendre rapidement, tu m'interromps si l'idée est de dire surtout que l'ensemble d'entre nous, à partir du moment où il est en bonne santé, ne parle pas de la mort, ne l'exclut pas, et donc dès lors ne se pose pas forcément la question. Donc de là à faire la démarche de se poser la question pour aller ensuite exprimer un refus, déjà on prend à contre-pied la nature humaine elle-même. Voilà. Ensuite, c'est de se mettre sur un fichier de celui qui n'est pas bien parce qu'il ne veut pas donner ses organes après. Mais c'est surtout une considération aussi, à mon sens, par rapport aux organes, qui deviendrait un bien collectif dès lors que les organes électroencéphalogramme plat, ce qui est quand même sur le plan éthique soulève un certain nombre de questions. On aura l'accès aux organes de tous nos élus. C'est un avantage. Face à ce qu'ils viennent de proposer et qui est quelque chose de dangereux, il faudrait, simplement leur rétorquer qu'on a une proposition à leur faire sur ça. Moi, le DMP, alors il est critiquable parce que si on y met des données et qu'on ne veut pas qu'elles soient connues, c'est dommage. Mais sur le DMP et que la population s'en empare, on pourrait faire une fiche spécifique don d'organes, don du corps, euthanasie, Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait de moi quand je suis intubé, ventilé? Et si on marquait tout ça à cet endroit-là, on aurait à la fois ceux qui sont pour le don, ceux qui sont contre, et à la fois, en tant que médecin, accès dans les 3 derniers jours de la mort ou dans les 10 de la personne à ses volontés premières. Moi, en tant que citoyen, j'ai bien envie que le mec, quand il me verra dans le coma, il fasse ce que je lui demande de faire. Et donc, je dois pouvoir l'exprimer. Mais on n'a actuellement aucun endroit où on peut exprimer cette demande. Et je pense que le DMP
il peut être ce qu'il est, mais au moins il pourrait être l'endroit du recueil de ce testament médical. Donc voilà une proposition qu'on pourrait faire au gouvernement. Je ne suis pas pour cette loi, entendons-nous bien, mais tant qu'à faire de faire évoluer les choses, autant que ça soit pratique pour nous médecins, parce qu'on va nous opposer, regardez l'affaire Lambert, à chaque fois de ne pas avoir été voir ce que voulait le patient. Ben, il n'a qu'à l'écrire, s'il l'écrit, je sais le lire, mais où est-ce que je vais le trouver? Qui est déjà allé sur ce machin internet où il faut les taper pour savoir s'il a dit non? Qui l'a déjà fait dans la salle? Vous voyez, il sert à personne. Donc c'est inadmissible qu'on invente des choses qui servent à personne. Donc voilà, moi je pense que le DMP, il faut le récupérer, ou un autre dossier ailleurs, mais il faut dire que le citoyen peut inscrire toutes ses volontés sur tous les sujets. Oui. Ah non, mais pas le micro. Je me permets de rajouter. Oui, c'est une directive anticipée, mais ça va plus loin. Euthanasie Alzheimer, je ne pense pas qu'ils aient marqué ça dans le droit anticipé. Si je peux me permettre, avec l'obligation et avec le risque de refus, avec l'obligation de prélèvement, ça risque d'en... Non, mais je pense qu'on m'entend là. Non. Ne pense pas, Le fait d'obliger tout Français au prélèvement potentiel, enfin, prélèvement automatique, voilà, donc on parle plus, voilà. Il y a le risque que l'ensemble de la population française s'inscrive sur un registre et que nous n'ait plus la possibilité du tout de prélever. Et donc, non, je veux juste dire que cette loi a plusieurs, enfin, cette partie de la loi a vraiment un effet pervers. C'est que, à l'heure actuelle, nous sommes en pénurie d'organes et on risque d'avoir une pénurie supplémentaire. D'ailleurs, j'en ai longuement parlé avec Arnaud Robinet, à la fois à l'Assemblée nationale, sous la tente, oui, et c'est quelque chose auquel ils n'ont même pas réfléchi. Je crois qu'on est tous d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. On va avancer un petit peu parce que l'objectif, je pense que vous connaissez la loi, mais c'est de faire ressortir un certain nombre d'argumentaires par rapport à nos patients notamment. Et je pense que l'ensemble des Français, on vient de le dire pour nos élus, alors quid de la population générale n'a pas compris, un peu étonnant et aboutissant en cette matière-là. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses. Alors on a parlé de la préemption sur les données de santé, vous avez vu par quel jeu avec le DMP. Je reviendrai juste une petite remarque sur ce que disait Éric Henry, c'est qu'il est prévu dans le DMP qu'il y ait un chapitre sur la personne de confiance, les directives anticipées, etc. Le gros problème du DMP, c'est qu'il n'a pas à être mis en œuvre par le financeur. Voilà, c'est un outil de médecin pour les médecins qui peut être partagé avec des professionnels de santé dûment identifiés pour la prise en charge d'un patient et certainement pas un financeur. Je reviendrai à un autre thème quand même qui est important parce qu'il va être récurrent et qui reviendra après, c'est l'histoire de la suppression de la clause de conscience qui a été abordée pour l'IVG, qui a été finalement retirée à la demande de Marisol Touraine. Et quand on regarde bien ce que retranscrit la presse, moi je l'ai mis parce que ça m'a fait amuser, il ne s'agissait pas de reconnaître d'une quelconque conscience aux professionnels médicaux, mais bien plus d'éviter d'envenimer des relations déjà tendues. Hein. Ça, je crois qu'il faut quand même le garder à l'esprit. Et ça va aussi avec la remise en cause du colloque singulier. On a vu apparaître dans une newsletter informatique qui s'appelait Carnet de santé un débat il y a 1 an ou 18 mois sur qu'est-ce que le colloque singulier, que ça aurait été pour certains une particularité française. Non, je crois que c'est véritablement quelque chose d'important auquel chaque médecin, quelle que soit sa nationalité, son mode de pratique, est attaché, au point d'avoir fait dire quand même à Madame Catherine Lemorton qu'elle voudrait bien savoir ce qui s'y passe. Hein, je le rappellerai, fermez les guillemets. Donc voilà. Non, mais là, c'est pas Jérôme. J'ai écouté l'émission, j'avais le verbatim, j'ai bien entendu ça. Ça m'avait particulièrement choqué personnellement. Oui, sûrement. Alors, par de nombreux aspects, donc vous avez vu, le projet de loi de santé tend à proposer une modernisation d'un système de santé. Moi, j'y vois surtout une instrumentalisation des corps, des soins, une ingérence dans les aspects les plus intimes, je vous l'ai dit, les plus ultimes, de la vie de chacun. Et ça atteint son paroxysme avec un véritable droit à la santé qui est d'ailleurs défini dès l'article 1 de cette loi. Je crois que véritablement, en tant que professionnel de santé, médecin, infirmier, kiné, etc., on ne peut pas en conscience accepter une telle évolution du système de santé.
Et je dis bien en conscience parce que j'ai le sentiment, en tout cas je redoute, que ce terme de conscience commence à se diluer, voire véritablement à partir dans les limbes, avec de telles évolutions législatives. Et je crois que c'est plus que jamais le temps de se rappeler ce que disait François Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et qu'en tout cas soin sans conscience n'est que ruine à la fois du patient et de son praticien qui y perdra, lui, son âme et ses capacités d'empathie. Je vous remercie.